cet après-midi, je vais vous parler avec mon vis-à-vis, Monsieur Philippe Verdol, d'une situation qui est réelle en Guadeloupe, c'est celle du chlordécone. Alors, et pourquoi pour pas parler de ce phénomène-là? Parce que c'est un phénomène qui est important et qui impacte beaucoup la Guadeloupe. C'est un phénomène qui est là à cause d'une culture, c'est celle de la banane et d'un charançon qui est qui perturbe la production de ce fruit de ce fait, on a introduit un pesticide et ce pesticide connaît de graves ravages, fait de graves ravages. Alors, dans un premier temps, Monsieur Philippe Verdol va vous expliquer ce que c'est que ce pesticide, comment il est constitué, qui en étaient les utilisateurs et qui sont aujourd'hui les victimes de ce chlordécone. Donc le chlordécone, comme tu l'as dit, c'est un pesticide qui a été utilisé dans l'agriculture pour lutter contre le charançon du bananier. C'est un pesticide qui a quatre propriétés fondamentales. Il est cancérogène pour l'homme, il est spermatotoxique ou reprotoxique, il est perturbateur endocrinien et il est également neurotoxique. Alors, des études ont montré, par exemple celle de Santé publique France en 2018, que 92,5% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens présentaient donc du chlordécone dans leur sang. Donc on pouvait le doser dans leur sang. Ça veut dire que c'est la quasi-totalité, la quasi-intégralité de la population qui se trouve contaminée. Et aujourd'hui, la Guadeloupe, la Martinique également, juste à côté, à 200 km de distance, souffre d'une pollution généralisée. Donc, ça veut dire qu'en Guadeloupe et en Martinique, toute la chaîne alimentaire est contaminée et l'environnement également se trouve contaminé. D'où des effets qui sont inévitables sur la santé des populations et des nuisances qui sont très importantes à l'environnement. Oui, mais ce pesticide qui a été utilisé dans la production de la banane, ce n'est pas par hasard. Parce qu'en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la nuit des temps, depuis le fameux Colbert qui nous a placés dans l'exclusive coloniale, nous sommes en Guadeloupe dans un modèle agricole qui est un modèle agro-exportateur où nous exportons la plupart de ce que nous produisons sur le plan agricole et nos terres sont effectivement utilisées pour mettre en place ce modèle agro-exportateur. Et c'est pour cela qu'effectivement, on a favorisé effectivement l'utilisation de ce pesticide dans le cadre de ce modèle agro-exportateur pour pouvoir continuer à bénéficier des subventions de l'Union européenne qui sont accordées aux plantations de bananes. Et c'est vraiment la problématique d'un modèle économique. Donc, Monsieur Verdol, on peut dire que cette problématique, elle est à la fois une problématique néocoloniale, mais on peut aussi dire que c'est une problématique capitaliste. Oui, mais j'aimerais encore donner quelques précisions sur l'impact sanitaire et sur l'impact environnemental. Par exemple, au niveau environnemental, les études de l'INRA mettent en évidence une rémanence qui serait de l'ordre de 600 à 700 ans. Ça, c'est depuis les années 2006 à peu près. Il y avait une étude de l'INRA qui a fait autorité jusqu'à présent. Et cette année, il y a une autre étude qui dit qu'il ne s'agit pas
de 6 siècles ou de 7 siècles en demi-vie du chlordécone, mais peut-être de 110 siècles, c'est-à-dire de 11 000 ans. Alors là, c'est quelque chose qui est également très préoccupant et je voudrais revenir sur la problématique sanitaire en introduisant par les enfants. Alors, une étude de l'ANSES qui date de décembre 2017 indique qu'il y a 2 générations d'enfants qui sont en émergence actuellement en Guadeloupe. Ceux qui vivent en zone contaminée et qui sont très impactés par le chlordécone et ceux qui vivent en zone non contaminée et qui sont moins impactés par le chlordécone. Alors, ça revient à rapprocher cette information de l'étude Timoun qui a été faite. Donc, impact du chlordécone sur les enfants quand leur mère a été exposée pendant qu'elle était enceinte. Alors, il y a toute une série d'impacts qui sont signalés, enfin bien évidemment les naissances de prématurés, une prématurité de plusieurs jours. À 7 mois, on voit déjà qu'il y a des problèmes. On voit qu'il y a des problèmes. Par exemple, une réduction de la préférence pour la nouveauté chez jeunes enfants. On leur présente une photo, ça a été fait au Canada, une photo, et puis à un moment donné, on change la photo, et puis ils ont peur parce que c'est quelque chose de nouveau et on ne sait pas de quoi ça va, qu'est-ce que ça va préfigurer pour leur âge adulte. Bon, ils ont d'autres effets comme la réduction de la mémoire visuelle à court terme. Ils ont des effets au niveau de la motricité fine, des difficultés à tenir un crayon, difficulté à s'habiller, etc. Et on constate que les effets de cette nature-là, ils perdurent à l'âge de 18 mois, chez les garçons notamment. Et quand on passe à l'âge de 7 ans, eh bien, on voit que les enfants, en plus, présentent des difficultés à maîtriser leurs émotions, surtout les filles. Et les garçons, c'est leur rapport le rapport social qui est modifié. Donc, beaucoup de crises de violence, etc. Donc, ils ne parviennent pas à maîtriser leur agressivité. Et les autres phénomènes qui ont été détectés plus tôt sont toujours là. Alors, cette étude a été très peu financée. Elle a été très peu financée par le gouvernement français. C'est pour ça que les résultats ne sont connus que pour l'âge de 7 ans, alors que tout avait commencé précédemment. J'ai encore plein de choses à dire, mais bon. Oui, alors, avant de revenir sur l'aspect économique, là, je vais ouvrir le volet judiciaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très tôt, les agriculteurs et notamment les ouvriers agricoles qui travaillaient sur ces exploitations, ont constaté la toxicité des produits qu'on leur donnait à utiliser. Et très tôt, le syndicat, la CGTG de la banane, a porté cette affaire devant la justice. Et finalement, on a eu un procès qui a duré pratiquement 20 ans. Et au bout de 20 ans, la justice française a émis un jugement. Et dans ce jugement, effectivement, où il dit qu'il y a prescription. Donc, du coup, il n'y a pas lieu de condamner qui que ce soit. Alors, ensuite, il y a un nouveau volet judiciaire s'est ouvert, cette fois-ci, sur l'aspect de l'anxiété.
le préjudice d'anxiété devant le tribunal, parce qu'il y en avait le précédent avec l'amiante en France. Et là encore, les tribunaux français ont dit qu'effectivement, la responsable de l'État était engagée, mais les seules personnes qui pouvaient prétendre à une indemnisation sont les ouvriers agricoles. Alors que vous avez entendu tout à l'heure M. Verdol qui vous disait que 90% de la population est impactée par le chlordécone et que beaucoup de terres agricoles sont impactées. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, l'impact est beaucoup plus grand. Et on ne peut pas, comme la justice française essaie de le faire, de cloisonner les faits et les personnes à qui on indemnise uniquement les ouvriers agricoles, puisque la majorité de la population est impactée. On en est exactement au 4e plan chlordécone que l'État français met en place. Il faut savoir que par rapport aux sommes, aux enjeux qu'il fallait investir, ce que met l'État français, c'est rien du tout par rapport à la somme qu'il fallait mettre. Il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, où il y a eu la même problématique, les Américains ont investi 100 fois plus que les Français pour éradiquer le problème de chlordécone qu'il y avait eu chez eux, parce que chez eux, là, il s'agissait toujours de quelque chose qui venait perturber les plantations de coton, et ils avaient utilisé le chlordécone. Mais eux, ils ont mis 100 fois plus d'argent pour régler les problèmes de pollution aux États-Unis. Alors que la France, effectivement, on est au 4e plan chlordécone et il ne met pratiquement que 24 millions d'euros pour régler le problème, des sommes qui sont largement insuffisantes vu effectivement une fois la rémanence et la durée de la rémanence dans les sols et les populations concertées, puisqu'ils ne choisissent pas que de la Guadeloupe, mais aussi de la Martinique, puisque le chlordécone a été implanté dans ces deux pays. Donc, ça qui nous permet aussi de revenir sur l'aspect néocolonial et capitaliste. Oui, oui. Donc, je vais donner une illustration du caractère néocolonial et de même pour le caractère capitaliste du chlordécone. Alors, une illustration, c'est que, en fait, le chlordécone a été autorisé en 1972 en France, l'année même où la France décidait de retirer les derniers organochlorés, les derniers pesticides organochlorés qu'elle utilisait dans son agriculture. Donc, elle les a retirés. Il s'agissait de l'aldrine, la dieldrine, du chlordane et de l'heptachlore. Elle les a retirés pour protéger sa population, protéger les ressources en eau de la France métropolitaine, protéger la terre, le vivant, etc. Et elle nous a utilisés en quelque sorte comme rats de laboratoire, mais pas seulement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors maintenant, au niveau capitaliste, oui, pour moi, je vais prendre le capitalisme défini comme le fait de sacrifier l'humain au profit eh bien, de l'argent simplement. Donc, la France a reconnu que les Antilles, une faible partie de son territoire était contaminée par le chlordécone. Elle a mis en place quelque chose qu'elle appelle politique sanitaire. Et elle a voulu, en 2008, que des recherches soient menées, notamment par l'AFSET et le CIRAD, dans le cadre du premier plan chlordécone, pour déterminer quels étaient les pays en Europe pour l'AFSET et à travers le reste du monde pour le CIRAD, qui avaient été utilisateurs de chlordécone. Et l'AFSET a fait son travail et a identifié 15 pays européens utilisateurs de chlordécone. Quand elle les a contactés pour leur demander s'ils acceptaient de mener une politique sanitaire commune avec la France, tous ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas nuire à leur image de marque,
Alors parmi ces pays, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Espagne, il y avait donc en fait il y en avait plein quoi, des pays de l'actuelle Union européenne notamment. Euh, alors ça veut dire que la population de ces pays-là n'est pas informée de la contamination qu'elle subit. Euh, et ça figure dans des comptes rendus officiels donc de l'AFSET que j'ai pu avoir entre les mains. Maintenant, si on focalise sur le cas de la France, alors j'ai été contacté il y a quelques années par un chercheur français qui s'appelle Gilles Séné, qui m'a autorisé à indiquer son nom, à révéler son nom, et qui me disait qu'il existe dans les bases qui suivent les cours d'eau en France et les sédiments, les bases naïades, et les bases qui suivent les nappes phréatiques, c'est-à-dire les bases Hadès, il existe un suivi depuis plusieurs années du chlordécone par les autorités françaises. Autrement dit, le chlordécone a pollué, on en trouve les traces, il a pollué pratiquement l'ensemble du territoire français et j'ai pu le vérifier par moi-même. Et là aussi, donc, ce qu'on peut voir, c'est que la France n'a pas prévenu, ne prévient toujours pas sa population de la contamination qu'elle connaît. Bon, voilà, je vais m'arrêter sur cet aspect-là, je te repasse la parole. Oui, alors, moi, je reprends sur ce que tu dis. Est-ce que la France ne se préoccupe pas des populations qui se trouvent dans notre pays? Il faut dire qu'avec le chlordécone, puisqu'ils ont commencé à réellement voir ce qui se passait, le jour où ils ont reçu sur le port du Havre des patates douces qui venaient de Guadeloupe, et en faisant analyser ces patates douces, ils se sont rendus compte que ces patates douces avaient du chlordécone. Et ils ont interdit ces patates douces à la vente en France, mais sans jamais informer les Guadeloupéens que pour eux, il n'était pas bon d'en manger. Alors on nous a laissé effectivement nous empoisonner avec des produits que l'on savait pas bonnes pour l'alimentation humaine, mais jamais la France n'a averti les Guadeloupéens. On peut faire le parallèle un peu avec ce qui se passe avec le narcotrafic, où là on voit un narcotrafic qui se développe beaucoup en sortant de la Colombie et en arrivant en Guadeloupe. Et durant de nombreuses années, on a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il se passait quelque chose de grave. Eh bien, la France n'a réagi que dernièrement, parce que là, encore une fois, c'est arrivé chez eux, ils ont fait des saisies, et à partir de là, maintenant, ils veulent réagir, mais ils réagissent comme ils ont réagi pour le chlordécone, c'est-à-dire en ne mettant pas les moyens suffisants pour la lutte qu'ils mènent contre à la fois le chlordécone à l'époque et ce qu'ils font aujourd'hui avec le narcotrafic. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a bénéficié de quoi? Pas bénéficié, on a été les victimes de quoi? On a été les victimes d'une collusion, une collusion avec les grands planteurs de bananes qui sont détenus par les béquets, et effectivement l'État français, puisque c'est l'État qui donnait les autorisations de mise en service du produit. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement l'État est coupable, l'État français est vraiment coupable de la mise en marche sur le marché de ce produit et de la mise en danger des Guadeloupéens. Donc, et face à ça, je crois que les artistes ont pris effectivement une initiative pour aller et dénoncer l'inaction des politiques, la collusion des politiques avec le pouvoir, et je te laisse en parler. Oui, je te remercie. Et donc, début 2025, une exposition s'est tenue en Guadeloupe à mon initiative sur le chlordécone, puisque vu la loi du silence qui était respectée par les élus, qui était respectée par la majorité des intellectuels et des sachants, j'ai voulu
me tourner vers les artistes et leur demander de s'exprimer au sujet du chlordécone. Alors, l'exposition contenait plus de 80 œuvres, elle était très intéressante, et parmi ces œuvres-là, il y avait un tableau où un artiste avait représenté la tête, quelqu'un qui brandissait la tête coupée du président Macron. Alors, nous avons été, dès la fin de l'exposition, convoqués donc, au commissariat de police et pour apprendre que le président personnellement avait porté plainte parce qu'il estimait que c'était une incitation au crime, que ça ne devait pas se faire. Et nous avons ensuite été reçus par un juge d'instruction qui nous a confirmé que nous étions donc moi-même en tant que président de l'association organisatrice, le commissaire d'exposition et puis l'artiste qui avait peint un tableau, nous étions donc mis en examen et que notre procès, d'ici quelques mois, allait s'ouvrir. Alors, je tiens à souligner simplement l'ambivalence, l'ambiguïté, le paradoxe de cette attitude du président Macron qui, en octobre 2020, à propos des caricatures du prophète Mahomet, avait dit qu'il fallait laisser la pleine liberté d'expression aux artistes. Mais apparemment, il est plus important, peut-être, il se sent plus important que le prophète Mahomet, et il ne faut pas, lui, le caricaturer. Alors, je trouve que c'est tout à fait anormal, et que le président est caricaturé à longueur de semaine en France métropolitaine, mais sous les cocotiers, chez le colonisé, il ne faut pas qu'on touche à son image. Bon, voilà. Donc, je pourrais faire ma conclusion tout à l'heure, après toi, quand tu veux. Oui, mais en fait, on voit que la problématique du chlordécone en Guadeloupe est une véritable problématique politique. Et le pouvoir politique est grandement responsable de la situation aujourd'hui dont est victime les Guadeloupéens. Et on le sait que nous sommes impactés encore pour de nombreuses années. Nous avons d'éminents chercheurs, je vais parler ici notamment de Sarah Gaspard, qui conduit des travaux sur comment dépolluer le terrain pour permettre aux agriculteurs justement de continuer à produire. Parce qu'il faut savoir que sur un plan économique, il y a eu un impact considérable pour les agriculteurs. Certains sont obligés de réaffecter l'utilisation de leur sol puisqu'ils ne peuvent plus produire tout ce en récolte sous terre, mais ils peuvent produire que des arbres qui donnent des fruits en hauteur, puisque tout ce qui produit sous terre se trouve de ce fait pollué. Pareil que les récifs coralliens, les poissons de récifs, tout ça se retrouve pollué. Les pêcheurs qui ont perdu leur travail, puisqu'ils ne peuvent pratiquement plus pêcher sur les abords des côtes de la Guadeloupe, puisque les poissons sont contaminés au chlordécone. Les bovins, les ovins, tout animal qui mangerait de l'herbe plantée sur un sol contaminé, cet animal-là est contaminé. Donc du coup, après, ça revient dans l'alimentation humaine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% des Guadeloupéens se retrouvent contaminés. Donc c'est une problématique éminemment politique, et c'est un vrai problème pour que chaque fois que nous allons devant les tribunaux français, les tribunaux français ne tranchent pas en faveur des Guadeloupéens, mais tranchent toujours en faveur soit des exploitants agricoles ou alors de l'État colonial français. Oui, donc on a bien compris que la France est le pays des droits de l'homme, elle se définit comme telle, mais elle nous considère comme étant des sous-hommes, donc nous sommes exclus de ce champ-là. Alors, en conclusion, je voudrais d'abord souligner le fait que la problématique du chlordécone, elle n'est pas innocente. Le chlordécone, pour la France, la France l'a utilisé comme une véritable arme chimique. C'est-à-dire que ça affaiblit nos corps considérablement, ça affaiblit nos lignées, nos générations pour longtemps, ça a pollué les sols, pollué les eaux. Et alors que nous étions pendant longtemps
sur une population qui était sur des revendications souverainistes, autonomie, indépendance. Maintenant, elle est passée à des revendications hygiénistes. Donnez-nous de la santé, donnez-nous des hôpitaux, etc. Surtout, ne nous lâchez pas, parce que la population, elle est terrorisée en quelque sorte par cette pollution globale qu'elle vit. Donc c'est utilisé par la France délibérément comme une arme chimique. D'autre part, je voudrais dire qu'il y a, à mon sens, 6 mesures qui sont fondamentales. Parmi toutes celles qu'on peut imaginer, c'est des mesures de dépollution des sols, de détoxification des populations, ça n'a pas encore avancé, des mesures de comme sanctuarisation en interdisant toute utilisation de molécules chimiques sur notre terre qui a beaucoup souffert, des mesures de sortie du colonialisme et du capitalisme. On pourrait utiliser le statut qui nous a été conféré par l'ONU en 1992 de réserve mondiale de biosphère pour pouvoir là aussi continuer de sacraliser, sanctuariser les choses. Et enfin, on pourrait proposer une conférence régulière, peut-être tous les 2 ans, conférence des peuples du monde, c'est-à-dire des peuples qui à travers le monde ont connu des expériences de pollution durable également, globale et durable, échanger avec ces peuples-là pour savoir comment ils s'organisent au jour le jour, parce que manifestement, on ne peut pas compter sur la France. Alors, deux derniers points de cette conclusion. J'appelle donc la communauté internationale à protéger les lanceurs d'alerte qui existent en Guadeloupe. Et puis, en ce qui me concerne, je me tiens prêt à répondre à toute invitation internationale qui soit aussi constructive que celle du groupe d'initiative Bakou qui nous reçoit aujourd'hui. Voilà, merci.